avant lui, il y a eu Mangeli Mapeta qui a écrit sur les Biasa. Et nous demandons aux chercheurs et aux passionnés de continuer à utiliser ces sources pour résoudre nos problèmes. Je vais continuer au niveau de la méthodologie. Au niveau de la méthodologie, Sylvain a été, comme on pourrait le dire, inspiré de Dieu. Parce que moi, en tant qu'égyptologue, je trouve ici les éléments de l'historiographie africaine, initiée par Cheikh Anta Diop, développée par Théophile Odenga et par Pierre Oundidi. Ces sciences, on prend tous ces arguments de ces sciences-là, on les laisse s'entrechoquer pour que la vérité sorte d'elle-même. Donc, puisque nous n'avons pas de très longues archives, des archives millénaires, c'est avec ce type de méthode qu'on peut reconstituer notre histoire. Donc, au niveau de la méthodologie, il a utilisé l'historiographie africaine et il a utilisé deux techniques de sciences humaines qu'on appelle la déduction et l'induction. Le livre de Sylvain va permettre aux Mami et aux Gracieux de renaître de leur cendre. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à le lire. Ne le photocopiez pas, parce que le travail de Sylvain, c'est 20 ans de recherche. Le travail de Sylvain, c'est des voyages en Afrique, en Europe. Si vous faites ce cadeau à 10 000 ou à 15 000, à mon sens, c'est vraiment un cadeau. Merci. Tremblez parce que les générations futures vous jugeront. Je vais chercher dans ce bel ouvrage quelque chose qui est le sens de cette interpellation. C'est la disparition du monde connu des Mabis. Maintenant qu'on a parlé de comment les Mabis se sont installés ici, parlons de la disparition de leur monde connu, celui qu'ils avaient construit et celui qui représentait pour eux l'univers, le monde. La disparition des peuples peut s'observer sous 3 ou 4 formes. C'est extrêmement important de les connaître parce que c'est cela qui permet à un peuple de se repenser, de se réorganiser, de se restaurer et de se projeter. Parce que le livre de Bou n'est pas un livre pour pleurer, n'est pas un livre pour se lamenter, n'est pas un livre de victime. Ce n'est pas un livre de paresseux et de faiblards qui ont décidé d'accepter de disparaître. C'est le livre de gens qui sont interpellés pour qu'ils se projettent dans l'avenir et reconstruisent la grandeur passée de leur peuple et participent ainsi à la construction de la grandeur de notre pays et de notre continent et de notre race. Je vais commencer par la disparition physique des hommes. Les Mabis en ont souffert. Cette salle n'est pas pleine. Ce n'est pas parce que les Mabis ne peuvent pas la remplir, mais c'est l'image de ce que ce peuple est devenu. Un grand peuple génocidé qui est devenu un peuple petit par le nombre, mais qui est devenu aussi un peuple qui a eu probablement de plus en plus de mal à se rassembler. Mais depuis 20 ans, vous faites tout ce qu'il faut pour rassembler votre peuple. Vous devez en être fiers et vous féliciter pour cela et continuer à avancer. Et je crois que l'une des choses essentielles que nous découvrons avec le livre de Sylvain Bou, c'est qu'en fait, les Mabis sont tout simplement représentatifs de l'Afrique tout entière. Il n'y a pas un seul peuple en Afrique qui n'ait pas subi cela, de la part des Européens particulièrement, de la part des Arabes, dont je parle, parce qu'il est établi aujourd'hui qu'en réalité, nos peuples
il y a eu une dépopulation de nos terres du fait de la déportation aux Amériques, mais également du fait de la colonisation. Je vous rappelle que la guerre d'indépendance au Cameroun a fait entre 3 et 4 millions de morts. Quand vous perdez autant de gens, vous n'attendez quand même pas à être peuplé comme la Chine. Vous n'honorez pas vos propres ancêtres. Être, c'est avoir des ancêtres. C'est pour ça que les autres honorent leurs ancêtres. Pour que l'arbre Mabi et le peuple Mabi renaissent, il faut que la terre soit plantée. Gouma Mabi est cette action depuis 20 ans. Les résultats commencent à être visibles, respectables, porteurs de beaucoup de motivation pour continuer et d'espoir pour un avenir meilleur. Et là, dans ce ouvrage, vous avez le chemin qui est pavé par un de vos fils. Je crois qu'à moi, il a parlé de ce travail depuis 2011. Et je pense qu'il est temps de vous en approprier, de tracer le chemin de la restauration du peuple Mabi, car nous avons découvert en lisant ce livre que vous êtes tout simplement à l'image de la grandeur de l'Afrique. Et vous ne devez jamais oublier qu'en tant qu'aînés du monde, nous devons, pour que nous passions à la liberté, à l'interpellation de libérer nos peuples et de développer nos pays, vous devez revenir aux sources, à ce que vous êtes, à ce que vous avez été, à ce qui a fait de vous un peuple résistant qui, malgré tout, ne s'est pas arrêté. Je vous remercie. J'ai lu avec intérêt le travail que votre fils Jules Silvercoum a présenté, surtout dans sa deuxième partie ou alors la seconde partie, pour parler français comme cela, c'est long. La société de Mabi, l'ouvrage est un ouvrage intéressant. C'est un chef-d'œuvre scientifique qui relève l'anthropologie sociale et culturelle, de la sociologie des populations et du développement. Dans l'anthropologie sociale et culturelle, on parle de la cosmogonie, des représentations des peuples et certaines activités pour qu'on puisse cerner ce qu'on peut voir dans la culture Mabi. Je voudrais dire, lorsque j'ai lu l'ouvrage de l'auteur, j'ai compris et je confirme que l'ouvrage est un chef-d'œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que les éléments qu'on y retrouve révèlent nos caractères d'indéniabilité. Ce caractère d'indéniabilité peut se voir à travers l'ensemble des données que l'auteur a pu collecter. Donc, pour chuter, je voudrais faire savoir que la culture Mabi est riche, la culture Mabi est accueillante, la culture Mabi révèle des données importantes qui peuvent servir de manière substantielle aux autres peuples. Et du fait de l'écocide, ou alors du génocide, c'est ce que je vous ai dit. Pour ma part, les Mabi, pour être plus forts comme ils sont maintenant, doivent oublier l'histoire sur le génocide. Parce que je veux dire, il faut regarder de l'avant. Le génocide n'a pas empêché que parmi vous, il y ait des milliardaires, que parmi vous, il y ait des cancheurs, parmi vous, il y ait des personnes accueillantes, et que parmi vous, il y ait des personnes dynamiques. Donc, cette partie douloureuse, je ne voulais pas compléter ce qui a été dit, doit être oublié parce que de mon point de vue, il faut empêcher que nos Mabi puissent s'épanouir. Nos Mabi doivent regarder de l'avant. Je vous remercie. Ce livre est le fruit de 20 années de recherche patrimoniale et historique dans les régions du sud-ouest, du centre, du littoral, de l'est et du sud au Cameroun. Ces recherches ont produit des résultats qui m'ont amené à enquêter aussi en Guinée équatoriale, un peu au Gabon, mais aussi en Europe occidentale, dans les musées et dans les archives coloniales. L'essentiel sur le contenu du livre a déjà été dit par les panélistes, mais j'aimerais prendre
juste une minute pour vous entretenir sur les circonstances qui ont présidé à la conception et à l'enfantement de cet éléphant. En fait, c'est un extraordinaire concours de circonstances. En 1997, je suis inscrit en sociologie à l'université de Léon d'État et l'on nous donne un devoir sur les usages sociaux dans nos environnements traditionnels. Ça, c'est passé. J'ai mon premier emploi en 2001 et un jour où j'ai traîné au bureau tard le soir, je lance à tout hasard une recherche sur les maladies sur un moteur de recherche qu'on appelait à l'époque AltaVista. Et surprise, il y a 2 100 000 réponses qui m'orientent surtout vers le domaine de la sculpture. Je suis surpris parce que jusqu'à cette date-là, quand on parlait de sculpture au Cameroun, je voyais surtout l'Ouest, je voyais le Nord-Ouest, je voyais le Noun et le pays Tikar. C'était pour moi les grands sculpteurs du Cameroun. Je venais de découvrir à tout hasard que les Mabis d'antan étaient de grands sculpteurs et qu'il y a 100 ans, la région de Kribi était l'une des zones les plus prolixes de production de l'art rituel en Afrique et qu'elle a produit parmi les objets les plus emblématiques de l'art négo-africain. Mais que tout ce patrimoine fut arraché à nos aïeux et est aujourd'hui dans les musées en Europe, en Amérique et en Asie. Le génocide étant passé par là, et la religion traditionnelle ayant été interdite par les colons, la tradition sculpturale s'est éteinte aussi avec la disparition du support conceptuel et idéologique qui la faisait vivre. Ce soir-là, en voyant les images des sculptures dans ces musées que je voyais sur mon écran, j'avoue que j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement étonné que j'ai décidé d'en savoir plus. C'est ainsi que j'ai progressivement, patiemment, méthodiquement commencé à faire des recherches. En 2012, j'avais collecté tellement d'informations sur des centaines d'années d'histoire et d'organisation sociale de ma vie que j'ai décidé d'écrire un livre. Mais plus je cherchais, plus je trouvais, plus j'écrivais. Pendant que j'écrivais, je suis tombé un jour sur un document allemand qui parlait des massacres des Mali, des Bakoko, sur la route des Déa, où des villages entiers ont été rasés, bombardés à l'arme lourde. J'en ai parlé à mon père, qui avait alors 86 ans, et pendant que je parlais, je me suis rendu compte que mon père était en train de pleurer. Quand il finit, il me dit: c'est durant cette guerre que notre clan a été anéanti. Presque tous les Samadingas sont morts. Tu aurais pu ne jamais exister parce que ma grand-mère fuyait avec ses enfants lorsqu'un soldat allemand lui a tiré dessus. Le bébé qu'elle portait dans son dos et elles-mêmes sont morts. Le frère aîné de mon père qui courait avec sa mère est mort pareillement. Mon père n'a survécu que parce que son oncle l'avait happé, s'est enfui avec lui dans la forêt de Longé. Mon grand-père, qui s'appelait Nam, il fut tellement peiné par tout ça, qu'il porta les corps de sa femme et ses enfants, s'en allant voir l'administrateur colonial allemand en lui disant:
tu as tué les biens, tu penses. Je pense que pour un devoir de mémoire et pour contribuer à l'écriture de l'histoire du Cameroun, il fallait que ce livre paraisse. La religion qui est décrite dans ce livre, la religion d'antan, qui est décrite là et qui portait ses œuvres de culte, n'existe plus aujourd'hui. Mais tout le patrimoine mali, qui est un patrimoine camerounais et à l'extérieur du pays, et génère des milliards à ce pays chaque année. Pour aller voir une œuvre des Mali, j'ai payé un billet d'avion, je suis arrivé à Paris, je suis allé au musée du Quai Branly, j'ai payé 13 € l'entrée pour voir quelque chose qui appartenait à mes ancêtres. Il est anormal qu'un jeune Camerounais soit obligé d'aller en Europe pour avoir le témoignage du passé de son pays. Et on parlait tout à l'heure de la religion d'antan, quand le sociologue la décrivait, et on disait que eh bien, il y avait une vision du monde né de la cosmogonie des Mali et qui a tellement épousé à la rencontre des Allemands qui sont venus avec le christianisme apostat qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient tellement en face que les Mali n'ont pas eu du mal à se convertir à ce christianisme-là parce que les deux puisaient pratiquement à la même source. Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, nous savons que le MINAC est engagé dans le combat africain de restitution des biens culturels. Sachez seulement que vous avez notre soutien dans ce combat-là. Je voudrais pour finir remercier certaines personnes sans lesquelles le travail que vous avez entre vos mains aujourd'hui n'aurait jamais pu voir le jour. Des personnes qui, je ne citerai que celles qui sont dans la salle et qui ont été de grands contributeurs à ce livre aussi. Monsieur Mathieu Bibanga, il est quelque part là. Monsieur Nzambi Jean-Baptiste, qui est également dans la salle. Ils ont été vraiment des contributeurs incontournables. Madame Hortense Paturet, qui vient en France et est venue pour l'occasion au Cameroun. Madame Point est spécialiste de la langue allemande. C'est elle qui a traduit tous les documents des archives allemandes de l'allemand vers le français. Je voudrais remercier le directeur général du port autonome de Kribi, M. Milan Patrice, qui, le premier, a contribué financièrement pour que ce livre soit édité. Et je pense qu'il nous a porté chance. Parce qu'après les autres contributions financières sont venues. Je veux dire merci à Chip Manachangel Jules, dont la contribution à l'information, en orientation et en termes financiers est inestimable. Je dis merci également à Mme Anzois Véronique, en tant que Nyonka de la vie, sans qui nous ne serons pas ici aujourd'hui. Je citerai pour finir le ministre des Arts et de la Culture, M. Pierre Ismaël Dibonkat, qui m'a fait l'honneur d'une audience. Je voudrais le dire ici. Je lui ai écrit une lettre sans trop y croire. Et quelqu'un m'a appelé du ministère, il m'a dit le ministre veut vous voir. Et je suis allé à Yaoundé, je lui ai présenté le projet, il a regardé et il m'a dit on va vous appeler. Et on m'a appelé. Donc, monsieur le secrétaire général, vous direz merci au ministre pour
le soutien qu'il a apporté à notre livre. Vraiment, merci de tout cœur et je m'excuse pour ce que j'ai dû oublier. Il paraît que le livre se laisse lire, pour ceux qui ont déjà lu. Alors je vous souhaite très bonne lecture. Lisez et faites lire. Je vous remercie. Vous-même avez suivi, il y a une personne, leur majesté, les chefs de groupement Marie Sud et Kifoué, distingués invités, en vos rangs grâces et qualités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture empêchée, en cette circonstance spéciale et mémorable où le peuple de Mali célèbre la 20e édition de son festival culturel, le Goma Mali, qui est un moment de rencontre fraternelle, d'exhibition de son patrimoine matériel et immatériel, de réflexion, de projection vers un avenir, dans un monde où les peuples ont besoin de vivre ensemble, mais aussi d'affirmer par la même occasion leur identité culturelle. Mesdames et messieurs, l'ouvrage qui nous est proposé et qui nous réunit ici en ce moment retrace les trajectoires d'un peuple où l'angoisse et l'anxiété cèdent progressivement mais irrésistiblement la place à l'espoir et l'espérance d'un futur meilleur. Il s'intitule Emmanuel Lecrie. Il est signé de Jules de Sylvain Bon. Il s'agit du fruit de 20 ans de recherche menée tambour battant, qui vient comme un instrument unificateur d'un peuple à son passé, en ce qui permet à la jeune génération de comprendre d'où elle vient, afin de regarder le futur avec plus d'optimisme. Mesdames et messieurs, nous avons par ailleurs été particulièrement touchés par cette exposition intitulée Art, Histoire et Spiritualité Mali, dans laquelle nous avons vu les objets, habituellement appelés objets d'art, mais qui sont en réalité, par leur essence, par leur ontologie, des objets cultuels, chargés d'énergie symbolique et spirituelle, et qui malheureusement se trouvent dans l'ensemble dans nombre de musées d'art et étrangers. Cette exposition nous a permis de mieux comprendre l'histoire de notre pays. En se référant aux très hautes institutions du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, le gouvernement de la République, en collaboration avec ses partenaires internationaux, y compris la France, l'Allemagne, etc., et bien d'autres organisations non gouvernementales, a entrepris depuis lors un processus de rapatriement des objets de notre patrimoine illégalement exportés à l'étranger. Le dit processus permettra, par la même occasion, d'aider le peuple mali à la restitution de son patrimoine dispersé de par le monde. Dans cette perspective, le ministère des Arts et de la Culture, qui a la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du patrimoine, a mis en place un groupe de travail interne dont la principale mission est de fixer le cadre général de cette importante opération et de déterminer les mécanismes juridiques, institutionnels et muséologiques y afférents. La seconde phase consistera à l'élargissement de ce groupe de travail interne en une plateforme de travail élargie aux administrations et aux communautés concernées, à l'instar du peuple mali. Ceci au fin de trouver une solution urgente et définitive à une lancinante question, objet d'une préoccupation permanente de la part du ministère des Arts et de la Culture. Mesdames et messieurs, la dédicace à laquelle nous assistons en ce moment est un appel à la cohésion d'un peuple, le peuple de Mali, mais au-delà, un appel à l'intégration dans le processus d'intégration nationale si cher à notre président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui, dans son ouvrage
programmatique pour le libéralisme communautaire, qui ceci, je le cite, la culture est le ciment de l'unité. Pour terminer, j'invite le peuple mali à s'approprier de cet important ouvrage et à en faire un livre de chevet. Vive le Festival de Mali, vive le Cameroun et son ministre Sofo Villa, président de la République du Cameroun. Je vous remercie. Frère Jules Sylvain Bourg est dans le comité scientifique mis par l'État pour la restitution des œuvres de Merci de me passer cette parole. Au-delà de l'ouvrage, il y a cette exposition. Cette exposition qui nous fait comprendre un certain nombre de choses que nous ne percevons pas au quotidien, mais qui tissent de manière profonde l'histoire de ce pays. Ce sont ces personnalités qui ont existé, qui ont fait montre de beaucoup de courage, qui ont donné leur vie pour l'intégrité territoriale de ce pays, le Cameroun. Au-delà de cette exposition, mais il y a cet ouvrage qui lui rentre d'un point de vue scientifique dans le tréfonds de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le patriotisme camerounais. Et le ministère des Arts et de la Culture, en ce qui le concerne, a pour mission d'encadrer et d'accompagner dans son rôle d'élaboration de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de patrimoine culturel, matériel et immatériel, tout ce que nous avons de fort dans notre tréfonds culturel. Je vous remercie. C'est un ouvrage d'histoire et de culture. Histoire parce que nous avons un devoir de mémoire pour pouvoir transmettre à nos enfants, à nos petits frères, tout ce qui s'est passé dans notre région, dans notre pays. Nous ne sommes pas des êtres amnésiques. Toutes les choses qui se sont passées ici doivent être connues. Que l'histoire soit heureuse ou bien qu'elle soit douloureuse, c'est notre histoire. On ne peut pas s'en départir. C'est pour cela qu'il a fallu que je mette par écrit toutes les informations que j'avais collectées durant ces 20 ans-là pour pouvoir les partager avec d'autres personnes. Mais parler du peuple mali seulement sur le volet historique aurait été partiel. C'est pour cela que j'ai fait une description dans la deuxième partie de ce livre-là sur la société mali, sur tous les us et coutumes, sur les faits sociaux, sur l'organisation sociale d'antan. Parce que pour comprendre un peuple aujourd'hui, il faut toujours savoir ce qu'il a été hier. Les événements d'hier ont certainement été des marqueurs forts pour ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'ai écrit ce livre-là en 2 volets, la partie historique et la partie sociétale. C'est pas seulement pour lire, mais lire c'est déjà un grand pas. Parce que les gens n'ont plus l'habitude de lire. On dit souvent que pour cacher des choses à un Africain, il faut les mettre dans un livre, parce qu'on sait que les gens ne vont pas lire. Il est important de connaître tout ce qui est dans ce livre-là. Il est important pour tracer un sillon vers l'avenir, pour la nouvelle génération. Il est important de jeter un regard vers le passé. C'est pour cela qu'il fallait absolument ce livre. Alors je ne trouve pas que parler de génocide est fort, parce que le génocide a existé. C'est quelque chose qui a existé et il faut en parler. Il y a eu une omerta qui a duré depuis 130 ans. Personne n'en a parlé. Aucun livre d'histoire ne fait cas de ça. Même dans les familles, les anciens, beaucoup sont morts sans avoir raconté ce qu'ils ont vécu durant ces périodes-là. Or, c'est des choses qui sont enfouies dans les archives. On a dû aller dans les archives allemandes pour pouvoir trouver des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a effectivement eu un génocide des Mabio ici à Kribi. Alors imaginez qu'en 1887, lorsque les Allemands arrivent à Kribi, les Mabis sont une ethnie de taille moyenne. Et en 1916, quand ils s'en vont, ils sont devenus une extrême minorité ethnique. Il y a un recensement de la population de 1923 qui indiquait qu'il y avait environ 2300 Mabis en 1923.
pour un peuple qui avait autant de gens et qui occupait un espace aussi grand, c'est un génocide qui s'est passé. Et c'était l'un des plus longs génocides, parce que le génocide rwandais s'est passé pendant environ 6 ou 7 mois. Le génocide des Mabis a commencé en 1892. Il s'est achevé en 1915. Vous êtes ici à Kribi, le quartier Mokolo. Vous pensez qu'il s'appelle Mokolo pour rien? Ça s'appelle Makoala dans la langue Mabi. C'est l'endroit où en un seul jour, les Allemands ont tué plus de 15 000 Mabis réunis à cet endroit-là. Et c'est un charnier qui est à cet endroit. Quand on creuse, on trouve encore les ossements humains dans toutes les maisons qui sont à Mokolo. C'est une déformation phonétique qui fait de ce nom-là Mokolo. Mais le nom original, c'est Makoala. Ça veut dire la séparation, les adieux. Le jour où la plupart des gens s'embrassaient pour se dire on ne va plus se revoir, mourons ensemble. Absolument, absolument, parce que ce qui est arrivé au Mabi, vous allez voir qu'il y a des allusions à la Namibie. Il y a eu le génocide allemand également en Namibie. Il y a toute une page qui ne parle que de ça. Il y a eu l'exécution du chef Kuva Likenye, qui est le chef Bakweri, durant la même époque, à la même période que le King Mayese. Kuva Likenye se faisait également tuer par les Allemands. Donc ce n'est pas que l'histoire des Mabis. Lorsque vous allez lire ce livre-là, il parle du peuplement du département de l'océan. Comment ce peuplement s'est opéré? Et vous savez que le département de l'océan est une mosaïque. C'est un ensemble de peuples. Comment ces peuples ont fait pour se retrouver ensemble, vivant, partageant le même espace? C'est l'histoire. C'est cette histoire qui est en train d'être racontée dans ce livre. Je pense que nous avons là une monographie extrêmement intéressante. C'est la voix qu'il montre, que montre l'auteur Sylvain Boum. Aujourd'hui, le fait de ne pas bien connaître nos cultures, la trajectoire de nos peuples, fait que nous ignorons totalement qui nous sommes et comment nous pouvons nous projeter dans l'avenir. L'histoire qu'il raconte remet en question l'essentiel de l'histoire historique. Et nous devons savoir que les découvertes qui se font progressivement en Afrique aujourd'hui, comme le fait par exemple que les Mabis connaissaient le travail du fer depuis très longtemps, remet totalement en question l'histoire officielle, mais surtout nous donne les fondements de notre industrialisation. Quand vous maîtrisez la technologie du fer, vous maîtrisez les bases de l'industrialisation. Donc c'est un livre magnifique et j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à sa présentation. Le livre de Sylvain Boum est un livre qu'il faut regarder à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des sources. C'est un livre important parce qu'il commence avec les sources premières. Dans les sources premières, vous avez les sources allemandes qui sont très importantes. Vous avez les sources des traditions orales, les sources françaises. Donc, il a une bibliographie dense. C'est un livre très important au niveau de ses sources, très important et très utile au niveau de sa méthode, sa méthodologie, parce qu'il utilise ce qu'on appelle la nouvelle historiographie africaine et certaines techniques des sciences humaines, à savoir la déduction d'abord et l'induction, puis la pluridisciplinarité et la démarche comparative critique. C'est un livre que je conseille aux gens au niveau de ses connaissances, parce qu'il y a des pans entiers de la culture des Mabis qu'on ne connaît pas, des pans entiers de l'histoire des Mabis qu'on ne connaît pas. Et au niveau du vivre ensemble, on découvre qu'il y a des Mabis qui sont anglophones, il y a des Mabis au sud-ouest, des Mabis qui ont été déportés. On découvre donc un peuple qui sait accueillir les autres. Donc, sur le plan culturel, c'est un peuple qui peut servir d'élément phare à ceux qui ont perdu certains éléments de leur culture dans l'océan et qui peut aider pour le vivre ensemble au Cameroun. Parce que c'est un peuple accueillant. Il faut qu'il le demeure ainsi. Merci. Bon, c'était très intéressant de venir ici et de voir un peu l'histoire de Mabi. Je pense que c'est très bon qu'il y ait une célébration comme ça tous les années pour que tout le monde connaisse un peu. Et surtout aussi pour nous, les étrangers, c'était aussi très intéressant. Et aussi que le peuple connaît un peu son histoire. Et bon,
Bon, c'était très intéressant pour nous et on félicite l'auteur du livre. C'est très bien. Mais quoi livre-vous écrivez? Je m'appelle Ouna Enoch Lucien. Je suis anthropologue. Je voudrais particulièrement remercier et féliciter Sylvain pour ce travail qu'il a abattu pendant plus de 20 ans. Parce que le peuple Mabi, c'est un peuple qui vient de loin. Et il a compris que ce n'est qu'en faisant des recherches, ce n'est qu'en écrivant qu'il pourra laisser à la postérité quelque chose pour que les Mabis soient connus. Pendant l'exposé, c'est avec beaucoup de joie quand j'ai expliqué au secrétaire général que King Mayesse est le premier martyr camerounais. Alors beaucoup de gens ne le savaient pas. Aujourd'hui, les gens le savent et les gens le sauront aussi. Donc, la qualité du travail est là, mais ce n'est pas suffisant. À la nouvelle génération, à nous autres qui venons, on doit prendre le relais. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à écrire, il y a beaucoup de choses à faire pour le peuple Mabi. Ce que nous devons faire, c'est être unis. Parce qu'on ne peut pas faire ce travail dans la diversion. Nous devons travailler dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a des choses qui ne sont pas encore connues. Je vais prendre un exemple. Il y a la tête d'un Tunganzabi qu'on doit ramener. C'est un travail énorme à faire. Il y a le musée ou le mausolée qu'il va falloir construire. Donc pour atteindre ces objectifs, pour réaliser ces projets, on a besoin du soutien de tout le monde, de toute la communauté Mabi, de tout le peuple Mabi. On a besoin de tout ce peuple-là uni pour pouvoir continuer ce travail qui a commencé. Merci.